Amis des testeurs en tout genre, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais enfin vous présenter CP0152, qui, comme on va le voir, est un dispositif, ma foi, de conception très simple, et qui va permettre de tester les MOSFET et les IGBT, de les tester éventuellement très rapidement juste pour voir s'ils fonctionnent, et comme on va le voir, éventuellement de pouvoir en mesurer certains paramètres assez facilement. Alors, ça se présente comme ça. Bon, alors le boîtier, on peut faire le boîtier qu'on veut, hein. Moi, j'ai mis ça. Alors ça, pour info, ça vient d'une très très vieille imprimante Logabax que j'avais démantelée, je pense que c'était au siècle dernier, et que j'ai recyclé pour l'occasion. Alors, ça se présente comment? Donc, sur le devant, on a un interrupteur de mise en route, hein, avec un voyant. Ici, la possibilité de régler la tension max VGS qu'on peut avoir. Et ici, avec ce potentiomètre 10 tours, pour pouvoir faire varier la tension VGS, hein, donc la tension de commande, hein, sur la grille, on va dire de 0 à ce max. Sachant qu'on peut très facilement passer de la tension de commande ici à la tension max. Donc ça va permettre éventuellement de faire juste des contrôles très rapidement, on va dire saturé, bloqué. Et ça va aussi permettre, qu'on veut le régler, de le faire assez rapidement sans forcément être obligé de changer ici ce potentiomètre. Donc là, on a le dispositif de mesure. Alors, ce système-là qui peut paraître un peu bizarre, et je vais vous expliquer pourquoi il est fait comme ça, c'est ce qui va permettre de tester les MOSFET ou les IGBT de canal N ou canal P. Donc en gros, ce truc-là, on va l'enlever de ce connecteur et le mettre à droite ou à gauche selon qu'on teste du N ou du P. Et là, on va pouvoir avoir donc les connecteurs, sachant que celui-ci a un brochage différent, parce que des fois, il y en a par exemple qui sont sous forme DGS ou SGD, alors que ceux-là, souvent, c'est GDS. Donc là, on a différents types de connecteurs, sachant que là, on a la possibilité, avec des fiches bananes 2 mm, de mettre une connexion externe. Là, on va voir qu'on a la possibilité de se connecter à CP0150, qui est un triple voltmètre isolé, et donc qui va permettre justement de regarder éventuellement les paramètres. Et derrière, on a ici l'alimentation, donc qui va de 5 à 60 volts, protégé par un TVS. Ici, un fusible de protection, sachant que je me suis limité ici à 8 ampères maximum, ce qui est déjà pas mal. Et ici, donc la charge. Alors l'idée de ça, c'est que justement, c'est que la charge de test, elle est complètement externe, elle n'est pas interne, et ça permet de mettre différents types de charges. Alors, quel type de charge on va pouvoir mettre? Alors, j'en ai fabriqué deux qui permettent de faire des tests très rapides. Une petite charge ici de 1,83 watts sous 12 volts, une simple ampoule. Ça, une ampoule de bagnole qui fait quasiment 21 watts. Hein. Donc ça permet éventuellement de faire des tests rapides. Mais sinon, l'idée, c'est d'utiliser une charge électronique en mode résistance constante, par exemple. Et là, on peut choisir toutes les charges qu'on veut. On peut bien sûr aussi mettre des résistances. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, si on veut, par exemple, tester très rapidement, par exemple, un IGBT, donc en voilà un. Donc là, en même temps, là, je réutilise cet adaptateur que j'avais fait pour pouvoir le brancher ici. Donc, on va le mettre là. Donc derrière, on alimente là déjà en 12 volts. Donc là, power, il faut bien sûr respecter la polarité. Voilà. Et derrière, donc, on va choisir là une tension. Alors elle est assez élevée sur cette IGBT là, mais on peut le mettre déjà ici. De toute façon, en mettant 12 volts max sur la grille, on risque pas de l'abîmer. On peut déjà essayer avec la charge la plus faible. Voilà, hein, donc c'est cette ampoule ici. Voilà. Et donc là, si j'alimente le bignou, voilà, je mets en route. Et là, on aperçoit que voilà, ça s'allume bien en fonction de la commutation au max. Donc ça, déjà, ça me permet donc de voir ça. Et puis voilà, on voit que si on baisse le max, il arrive un moment où on arrive au seuil et où il ne conduit pas. Donc ça, voilà, on voit que dans ce mode-là, ça permet vraiment de tester très rapidement. Alors je peux tester avec un courant beaucoup plus fort. Avec ce truc-là, il tient des ampères, hein, on sera loin de ses limites. Voilà. Et là, voilà, on voit que ça fonctionne aussi. Comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est déjà un premier test d'un IGBT, par exemple. Alors si on veut tester un MOSFET N, en voilà un. Donc voilà, même motif, même punition. Donc celui-là, je peux remettre ici ma charge. Et là, voilà, on voit que voilà, il fonctionne très bien.
ici. Alors là, pourquoi il continue ici à être allumé? Parce que voilà, ici je suis pas au 0. Ici, bien sûr, comme ça. Donc voilà déjà ce qu'on va pouvoir faire comme mesure. Alors si en effet on branche mon CP0150 dessus, on voit que maintenant on va pouvoir faire un certain nombre de mesures. Donc si je filme ici, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ici on a la tension d'alimentation. Ici on a la tension aux bornes, entre les bornes du transistor, on va dire entre le drain et la source. Et ici la tension justement sur la grille. Donc on voit que quand le transistor est bloqué, c'est-à-dire qu'il ne conduit aucun courant, je retrouve la tension d'alimentation à ces bornes, ce qui est tout à fait logique, vu que voilà, elle passe dans la charge. Donc là, si je règle par exemple pile à 12 volts, comme ça. Donc là, je vais pouvoir assez facilement, maintenant, faire varier la tension sur la grille et voir à partir de quel moment il va commencer à conduire. Donc là, je vais augmenter la tension. Voilà, donc là, on voit que la tension sur la grille augmente. Et on va voir qu'à un moment donné, ici, il va commencer à baisser, c'est-à-dire qu'il va commencer à conduire. Voilà, là, on voit qu'il commence à conduire. Voilà. Donc là, on voit qu'avec une tension grille de 3 volts 9, là, il commence à passer du courant. Maintenant, si je continue, on voit que, voilà, très rapidement, là, l'ampoule s'allume et on voit que la tension diminue. Jusqu'à devenir, voilà, quasiment indépendante. C'est-à-dire qu'on voit que passer après ce seuil-là, on voit que même si je augmente énormément la tension grille, voilà, la tension entre le drain et la source ne change pas, et elle est ici de 30 millivolts. C'est-à-dire que le transistor, quelque part, il est saturé, c'est-à-dire qu'il marche vraiment comme un interrupteur, et à ce moment-là, on voit que, ce qui est tout à fait logique avec un MOSFET, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet, ici, ça ne change pas. Et ça donne même éventuellement une idée du RDS on. Après, là, si je connais la tension aux bornes et le courant, je peux en déduire le RDS on, qui ici, quand même, est relativement bas. Voilà. Et là, si je rebaisse la tension grille, voilà, on voit que, voilà, là, à ce moment-là, il sort, il n'est plus complètement saturé. Et là, en fait, il marche dans sa plage linéaire. Alors attention, quand on va tester plage linéaire, en fonction du courant de charge, ils peuvent bien sûr chauffer énormément. Il faut faire très attention, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, ils dissipent une certaine puissance. Voilà. Donc là, par exemple, si là, je me mets, voilà, on voit que c'est très touchy, le réglage, mais si là, je m'arrange pour à peu près la moitié de la tension d'alimentation, c'est à ce moment-là qu'il aura, je veux dire, la plus grosse dissipation de puissance. Voilà, là, par exemple, ici. Donc là, on voit qu'il est vraiment en mode linéaire. On peut voir que l'ampoule, là, est allumée faiblement, enfin, je veux dire, au milieu de ce qu'elle peut. Mais ici, typiquement, il va chauffer. Bon, là, le courant n'est pas très fort, mais voilà, je sens qu'il chauffe déjà un petit peu. Et c'est normal, parce qu'à ce moment-là, il dissipe le maximum de puissance. Donc voilà pour le principe de test qu'on peut faire. Après, on peut, comme je l'ai dit, utiliser les charges qu'on veut. Alors, si on veut tester des transistors canal P, donc là, il suffit de mettre, là, par exemple, un transistor canal P. Voilà. Et c'est ici qu'on va pouvoir enlever ce système, voilà, qui est ici, pour le mettre en mode canal P. À ce moment-là, je viens de mettre ici. Voilà. Et maintenant, ça va fonctionner de la même façon. Les autres polarités restent inchangées. Donc là, par exemple, si je veux simplement tester qu'il fonctionne, pareil, là, je peux me mettre donc ici au 0. Voilà. Ici, je peux me mettre comme ça. Et là, on voit que... Toc, voilà. On voit que ici, si je commute, il fonctionne. Et si bien sûr on regarde les tensions, on peut bien sûr faire les mêmes mesures avec un canal P, mais on va voir que bien sûr certaines tensions sont inversées. Donc là, par exemple, là, voilà, on voit que les tensions de grille et la tension aux bornes est négative, ce qui est tout à fait logique. Si maintenant je veux pareil mesurer son seuil, je vais augmenter là pareil la tension grille. Voilà, et là on voit qu'il commence ici. Voilà. Et donc là on voit que à partir de la tension ici de moins 2 volts à peu près là. Et donc là on voit que ce modèle, voilà, dès qu'on dépasse
quasiment 2 volts. Voilà, là il commence à devenir conducteur. Et pareil, très vite, hop, il va se saturer comme ça. Donc on voit que la différence, ce qui est compatible avec les courbes, hein, que voilà, il ne faut pas une très grosse différence de variation de VGS ici pour le passer de son mode complètement bloqué à son mode complètement conducteur. Et voilà, et celui-là, une fois qu'il est complètement conducteur, il va à ce moment-là avoir, là on voit une tension très faible, ce qui veut dire qu'il a un très faible RDS-on. Alors attention, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui va aussi dépendre de la charge. Alors c'est pour ça que derrière, avec une charge électronique, on peut avoir des valeurs différentes. Par exemple, si là, je change la charge et je mets ma charge qui est beaucoup plus importante. Voilà, je pense que ce truc-là, il devrait tenir le courant. Voilà, donc là, je mets ma charge de 20 watts. Si je remets en route, alors on voit qu'il commute, mais là, on voit typiquement que la tension entre le drain et la source est déjà plus importante et que ça va changer aussi les paramètres là, de commutation. Voilà, et là, on voit qu'il devient passant. Et là, par contre, voilà, quand il est dans sa zone linéaire, ici, là, je peux vous dire qu'il chauffe énormément, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, hein, comme on peut voir, hein, c'est un système, ma foi, très simple, mais très pratique, pour déjà, comme on l'a vu, tester les MOSFET, les IGBT, canal N ou canal P, et aussi, éventuellement, très facilement, mesurer donc déjà le seuil, hein, ce qu'on appelle le threshold, hein, à partir de quelle tension gris il commence à devenir conducteur, et à partir de quelle tension gris, pour une charge donnée, il est complètement saturé. Donc ça, c'est des paramètres importants. Et donc pouvoir faire ça avec des charges éventuellement différentes. Donc je vous propose maintenant de regarder le schéma et la fabrication. Voilà, donc comme d'habitude, je mettrai sur mon site la description complète de cet appareil. Hein, donc j'ai déjà préparé la page. Alors bien sûr, il y aura ici la vidéo, mais comme je suis en train de la faire, elle ne peut pas déjà y être. Donc voilà, je décris ici l'appareil. Donc j'ai dit qu'il pouvait fonctionner de 5 à 60 volts et tester de 0 à 8 ampères. Hein, donc teste les modèles NP comme on a pu le voir. Et il y a une protection quand même à l'intérieur, comme on va le voir, à mesure où si on veut mettre des tensions gris sources supérieures à 18 volts, elles seront limitées à cette tension, à mesure où il y a quand même très peu de modèles, ça existe, hein, mais qui supportent des tensions VGS supérieures. Et si on veut le mesurer avec des tensions plus grosses, par exemple 60 volts, limite afin d'éviter les problèmes. Et comme je l'ai vu, on a les liaisons avec CP150. Alors, si vous fabriquez cet appareil, vous pouvez très bien brancher un contrôleur ou ce que vous voulez. Hein. On n'est pas du tout obligé. Voilà, donc, alors, dans les modifications qu'on peut faire de cet appareil, si ça vous intéresse, en fait, j'ai beaucoup hésité entre faire deux appareils, un pour les N et l'autre pour les P, parce que un petit peu contraignant, un petit peu ce système-là de sélecteur. Alors, on peut utiliser éventuellement un commutateur d'opposition, mais il faut que 7 circuits. Mais surtout, ce qui m'a découragé d'utiliser un tel commutateur, c'est le courant max. Je voulais quand même 8 ampères, des commutateurs qui tiennent 8 ampères, j'en connais pas tant que ça, et c'est déjà des gros modèles. Mais c'est tout à fait faisable de le faire. Maintenant, ça serait à refaire, peut-être que je ferai deux appareils. À la limite, là, pourquoi j'ai fait ce choix, parce qu'à l'origine, comme on va le voir, la première version, ça faisait, il fallait des composants un peu spéciaux, comme par exemple des potentiomètres 10 tours doubles. Et c'est quelque chose qu'on trouve pas facilement, hein, j'en ai que 2 exemplaires perso. Alors il faut savoir que pourquoi cet appareil là il est en version 2.1, parce qu'à l'origine je m'étais mis un cahier des charges plus haut, je voulais qu'il marche de 12 à 160 volts. Pourquoi? Parce que c'était les tensions max de mes charges électroniques. Mais en même temps, ça fait une sacrée dynamique, et pour que ça fonctionne bien, ça m'obligeait déjà d'avoir des composants qui tiennent ça, bon, enfin bon, ça se trouve, mais surtout, je veux dire, ça faisait quand même des grosses dissipations de chaleur, ce qui fait que fallait mettre des résistances de puissance, ça chauffait dur, ou alors il aurait fallu utiliser des systèmes à découpage, enfin voilà, ça commençait à devenir un peu une usine à gaz. Et donc je me suis dit, bon, allez, on va revoir un peu les prétentions à la baisse, ce qui fait que j'ai réduit la dynamique à 60 volts, ce qui en fait, faut dire, la plupart des cas est largement suffisant, dans la mesure où là on peut voir qu'on peut tester avec 12 volts, et qui a beaucoup simplifié le schéma. On va voir, c'est d'une simplicité biblique ce truc. Donc voilà pourquoi j'ai changé.
Alors pourquoi, vous allez me dire, et celui-là c'est une version 2 points, parce qu'en fait, souvent quand je fabrique l'appareil, bah, il m'arrive, en fonction ne serait-ce que de la disponibilité des composants, de changer ou de corriger des petites erreurs sur le schéma, donc voilà pour ça. Alors, bah, regardons justement comment ça fonctionne. Donc là, on peut voir que on a ici une alimentation. Ce que je voulais, c'était qu'en fonction du modèle N ou P, on n'ait pas inversé les connexions. C'est-à-dire que la charge reste polarisée de la même façon. Alors c'est vrai que si la charge est une résistance ou une ampoule, on se fout de la polarité. Mais si c'est une charge électronique, il faut la respecter. Et donc ici, on arrive avec l'alimentation. Donc cette protection ici par un TVS, si on dépasse de façon, pareil, à faire cramer ici le fusible. Donc là, on retrouve l'interrupteur. Donc ici, ce système, donc là, c'est pareil, je voulais une LED qui fonctionne du minimum jusqu'à 60 volts. Alors pour faire ça, on peut utiliser des générateurs de courant constant. C'est une façon de faire, hein. Je vous ai déjà montré ça, mais ceux que j'avais tout fait ou fait avec des JFET par exemple, n'est pas à la tension de 60 volts. Donc finalement j'ai opté pour une solution hybride qui fait que vu le fait que ces LED là finalement elles ont elles-mêmes une grande dynamique, hein, on arrive à les faire briller quasiment de 1 ou 2 milliampères jusqu'à 20. Ici voilà, il y a ces deux résistances ici en série, sachant qu'elle commence bien à s'illuminer même avec 5 volts, mais qu'il arrive un moment où la Zener ici va quand même limiter et bien sûr dissiper plus de puissance dans cette résistance-là. C'est pour ça qu'il faut prendre une résistance de 2 watts. Bon là j'ai quand même mis deux condensateurs de filtrage, juste histoire voilà, de limiter éventuellement les parasites ou les petits appels de courant, mais c'est vraiment simple. Et donc ici on regarde le système, donc là tel que c'est fait, on voit que le petit cavalier que je fais, en fait, fait des connexions, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et alors, si on suit les connexions, on voit que dans un mode N, on a la source qui est à la masse, le drain qui est directement sur le moins de la charge, et le plus de la charge qui est sur l'alimentation. Voilà, c'est simple comme ça. Et à ce moment-là, on a là le système donc de réglage, avec le réglage du max qui est un réglage ici de 47K et le 10K 10 tours ici qui va permettre le réglage fin, avec ici l'interrupteur qui permet de choisir entre le réglage fin et le max ici. Voilà, c'est quelque chose de vraiment hyper simple, hein. Il n'y a pas de problème. Alors la protection sur la grille se fait via ces NR de 18 volts avec pareil ici une résistance de limitation. Alors il faut savoir, hein, je rappelle qu'en mode statique, en courant continu, le courant qui passe dans la grille est hyper faible, hein, donc je veux dire, voilà, cette résistance-là, elle ne va pas jouer ici, de même que même l'impédance ici des potentiomètres, je veux dire, encore une fois, ça se commence vraiment qu'en tension, hein. Il peut passer, hein, comme je l'ai dit, dans des MOSFET du courant, mais c'est au moment des commutations, à cause des capacités parasites, mais voilà, en mode statique continu, il passe là-dedans des picoampères, donc vraiment, c'est pas gênant. Donc là, on a ce système de protection. Et donc, on passe en mode P, bien sûr, ça inverse tout. On voit que le drain, là, se connecte donc sur le plus de la charge et le moins, à ce moment-là, sur la masse. Et bien sûr, ça inverse aussi la polarité de la commande ici, la grille. Alors donc, voilà, comme on peut le voir, c'est vraiment un système très simple, sachant que la prise ici pour les voltmètres permet de toujours avoir l'alimentation, et donc la tension entre le drain et la source et la grille. Voilà, c'est vraiment un appareil très simple. Et si, comme je dis, vous voulez plutôt en fabriquer deux, en fait c'est simple, hein, il suffit d'en faire un câblé comme avec le connecteur ici à gauche et un avec ici à droite. Donc comment j'ai réalisé ça? Je me suis fait ici cette petit PCB en gravure anglaise. Donc pour bien sûr aligner les trous, j'ai pris comme modèle ici cette plaque d'expérimentation. Et derrière, donc j'ai soudé toutes ces grilles de millimètres là, qui sont elles capables de passer les 8 ampères dont je peux avoir besoin. Et alors j'ai fait ce que j'ai pu comme piste, sachant que le reste se fait en câblage. Et voilà, donc ça donne ce système-là. Donc là, pour marquer mes trous, là, j'ai utilisé mon fameux corner hole. Là. Vous pouvez aller voir la présentation. Donc après, j'ai fait le cavalier. Donc pareil, hein, avec un truc que j'ai fait à la fraiseuse rapidement. Et voilà ce que ça donne. Ce qui fait qu'à la fin, donc j'ai fait ici cette poignée en laiton qui permet de le manipuler.
Et j'ai pris comme je vous l'ai déjà aussi montré dans une vidéo, du bête vernis à ongles à 3 balles là, qui permet donc de protéger les connexions. Donc voilà le boîtier que j'ai usiné, avec bien sûr voilà, les trous là, de blocage. Ici le trou un peu oblique pour le potentiomètre de réglage du max. Sachant que ici, on voit, je travaille encore sur la V1, donc qui avait ce potentiomètre double là. Le fond, tout bête, un bout d'alu avec là des inserts. Je vous ai souvent montré ça, c'est très pratique. Après, là, une fois que j'avais mesuré les endroits en pourcentage en fait de l'alimentation, je les ai fait avec ma petite table circulaire, l'indexeur de Vevor là, pour pouvoir graver. Bon, après, j'ai tout soudé, hein, fait les connexions, voilà. C'est vraiment un truc simple. Hein. J'ai mis ici des cosses. Hein, c'est pas conseillé de souder directement sur ces trucs-là parce qu'ils ont tendance à fondre. Donc là, j'ai soudé des cosses que j'ai bien serrées dessus. Alors on voit qu'il y avait sur les côtés d'origine des trous. Donc on va voir que je les ai bouchés tout simplement. Et voilà, là donc la réalisation finale avec les étiquettes qui vont bien. Voilà. Donc là, c'est pareil, l'étiquette elle était faite pour la V1, donc j'ai effacé le 1 ici. Et voilà, l'appareil. On voit ici les plaques que j'ai faites sur le côté, tout ça bêtement avec un bout de tôle pour boucher les trous d'origine. Ensuite, j'ai fabriqué les accessoires qui sont, on a vu les 2 charges électroniques là. Et ici, le câble de liaison avec CP150, voilà, qui vient se mettre ici. Voilà donc pour la présentation de ce petit appareil, qui, comme on l'a vu, est d'un schéma et d'une conception extrêmement simple, mais qui, je veux dire, je pense, me rendra service. Parce qu'avant, en fait, quand je faisais des tests, souvent, je faisais des branchements en l'air, comme ça, c'était vraiment pas pratique. Là, j'ai quand même quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. On pourrait même l'améliorer quelque part. J'avais pensé, éventuellement, on pourrait mettre directement en série entre le drain et la source une résistance de 1 ohm par exemple, ce qui permettrait de mesurer la tension à ces bornes et donc d'en déduire directement éventuellement le RDS-on par exemple ou des choses comme ça. Enfin bon, là on peut quand même très facilement le faire avec en regardant le courant qui passe dans la source, vu que moi le plus souvent j'utiliserai avec une charge électronique. Il faut savoir que là le fait d'utiliser des ampoules, une ampoule c'est pas une charge linéaire. Je rappelle que le filament froid d'une ampoule a une résistance beaucoup plus faible que à chaud. Et ça fausse un petit peu quelque part les mesures, à la mesure où voilà, en fait la charge varie au fur et à mesure que le courant passe. Alors que si on utilise une résistance pure ou une charge électronique par exemple, on n'a pas ce problème. Enfin voilà, comme j'ai dit, hein, là l'idée des ampoules, c'est pas tellement faire de la mesure, c'est vraiment clac-clac, voilà, de faire des mesures vite fait. En fait, bien souvent, c'est ce que j'ai besoin de faire quand je veux tester avec des courants assez forts. Il faut savoir que les petits TC1 et tout, ils testent quand même avec des courants très faibles, ce qui fait que, alors, ça permet éventuellement de trouver le brochage et vérifier s'il fonctionne, mais ça donne pas forcément des infos fiables sur la valeur, par exemple, de VGS qu'il faut pour un courant donné. Enfin voilà pour cette réalisation, j'espère que ça vous aura intéressé. Sinon, comme je l'ai indiqué, hein, là j'ai travaillé pas mal sur mon fameux Mechalab et j'ai enfin fini hier le plancher, malgré, il faut le dire, une météo vraiment très pourrie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reconnais que là je fais cette vidéo parce que je me repose un peu. Il faut savoir que je suis tout seul pour faire ça. Et même si je me suis arrangé pour prendre des plaques, je veux dire qu'on peut bouger soi-même, le fait de se baisser et tout, moi avec mon diabète et tout, c'est pas toujours évident. Mais enfin voilà, je pense que j'ai fini, on va dire, sans doute un des parties les plus grosses au niveau effort physique. Et comme je l'ai dit, hein, je pense que je vous ferai une petite vidéo. En fait, je pense que je ferai une petite playlist et puis je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure comment j'aménage pas. Bon, c'est pas un truc qui casse des briques, hein, vous allez voir, c'est l'aménagement d'une ancienne étable vite fait en quelque chose d'un petit peu plus utilisable. Mais voilà, je pense que c'est toujours intéressant de montrer ça, éventuellement d'avoir des avis. Donc voilà, j'ai prévu déjà de mettre ça sur mon site et puis je ferai ça petit à petit. Ça devrait pas tarder au moins pour cette partie du plancher. Alors sinon, là, dans la dernière vidéo, je vous ai dit, ah, j'ai un nouveau micro, et qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, je me suis aperçu aujourd'hui que le micro en question, je l'avais pas changé dans le paramétrage là, ce qui fait que ça utilisait toujours l'ancien. C'est toujours intéressant justement de voir qu'il y a quand même des gens qui ont vu des changements, comme quoi hein, c'est un biais cognitif bien connu,
Hein, je me rappelle avoir une fois, c'est un petit peu roublard de ma part, mais fait une nouvelle version dans le logiciel où j'avais changé des trucs et j'ai me suis dit que j'avais amélioré la vitesse. Alors qu'en fait, j'avais rien fait pour améliorer la vitesse. Mais j'avais dit ça juste pour voir. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah ouais, en effet, ça va vachement plus vite. Comme quoi, le côté, on va dire, psychologique des choses, des fois, voilà, il faut vraiment confirmer par des mesures. Donc là, ce coup-ci, je vous garantis que c'est bien le nouveau micro. Donc vous me direz si vous pensez que c'est mieux ou pas. Tiens, Maurice, alors Maurice, qu'est-ce que t'étais par ce beau temps? T'as été voir un copain qui fait du golf. Ah ouais, et il est fort, il arrive à faire 6 trous en un. Ah bah ouais, hein. Remarque, tu peux être aussi fort que lui, hein. Tu t'enfonces une flûte dans le hangar à suppositoire et tu fais aussi 6 trous en un. Allez, là-dessus, bricolez bien et profitez bien de ce super viaduc et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.